favorisés que d'autres au point de vue masse, eh bien, ils vont attirer d'autres matières. Et au cours du temps, au cours des milliers, au cours des millions d'années, ces petits points vont servir de germe aux futures galaxies. Donc, tous ces points-là, je peux une animation. Attendez que je regarde. Je dois avoir une animation. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, ces points vont servir au cours du temps, ils vont attirer de la matière, il va y avoir un peu comme des filaments, et cette matière va, au bout d'un certain temps, créer des étoiles. Ça va déclencher des étoiles. Et puis après, ces étoiles vont se regrouper en galaxies, et ça va donner naissance à notre univers actuel. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de mesurer et d'étudier cette partie-là du ciel, parce que étudier ça, c'est étudier notre enfance, hein, si l'on veut. Voilà. Donc il faut savoir, cette image, elle correspond en gros à 300 000 ans après le Big Bang. Vous savez qu'au moment du Big Bang, pour ceux qui étaient là quand j'ai donné cette conférence, c'était une soupe infâme de particules. Les particules étaient émises, se choquaient, se créaient. Bref, il y avait une soupe, il y avait un brouillard de particules énorme, on n'y voyait rien. Il n'y avait pas de lumière à cette époque-là. Et au bout de 300 000 ans après le Big Bang, la température a tellement baissé, la soupe, les particules se sont calmées, et si bien qu'à un moment donné, la lumière a pu émettre. Et c'est la première émission de lumière, évidemment décalée dans le temps, puisque vous vous rappelez, je vous ai parlé du décalage du redshift, à cause de la distance, décalée dans le temps, mais là, c'est même pas un décalage vers le rouge, puis c'est tellement loin, c'est un décalage vers les micro-ondes. Et on s'est aperçu donc que cette température actuelle est en gros de 3 degrés K, 2,7 K, et en fait, à l'époque où le bruit de fond, à l'époque où il y a eu ce big flash, si on veut, la température de l'univers était en gros 1000 fois plus importante, était 3000 K. Voilà. Donc, vous voyez en haut à gauche le Big Bang. Au bout de 300 000 ans, les photons de lumière arrivent à s'échapper, et c'est l'image que l'on reçoit maintenant, à 13,7 milliards d'années plus tard. Donc la matière, je répète, la matière se condense par gravité autour de ces grumeaux, et le long de filaments, la matière appelle la matière, la condensation, les réactions nucléaires se déclenchent, les étoiles naissent, etc., etc., et on est aujourd'hui dans cette salle pour en parler. C'est grâce à tout ça. D'accord, ça on l'a vu. Donc voilà aussi une autre représentation. Donc le bruit de fond cosmologique est là, et on est la création des étoiles, des galaxies. Alors en fait, tout ceci confirme aussi la composition actuelle de l'univers qui est très frustrante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit la dernière fois. L'univers, c'est aux 3/4 de la matière, de l'énergie noire. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est quelque chose qui fait que notre univers a l'air de se diluer. Alors qu'on pensait que l'action de la gravité ferait qu'au bout d'un certain temps, la gravitation ferait que tout se reconcentrerait vers un point commun. Eh bien non, c'est pas vrai. En voulant essayer de prouver ça, on a démontré le contraire. Donc l'univers a l'air de se diluer. Et ceci serait dû à une force inconnue qu'on appelle l'énergie noire, de composition inconnue. De même, il semble que toutes nos galaxies aient besoin, autour de chaque galaxie, on ait besoin de sortes de supports qui vont aider à former ces galaxies, et qu'on appelle de la matière noire. Alors, la matière noire, bravo, on ne sait pas ce que c'est non plus. Donc, 3/4 de l'univers, c'est de l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. Près d'un quart,
c'est de la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que ça existe. Et le reste, c'est nous. Bon, c'est un petit peu frustrant. Alors revenons à nos télescopes. L'Europe a réussi un beau doublé en 2009. On a lancé 2 super télescopes spatiaux. On a pris un grand risque. On a lancé les 2 dans la même fusée. On a lancé à gauche, vous voyez Herschel, le télescope spatial infrarouge dont on parlera tout à l'heure. À droite, le télescope en micro-ondes, Planck. Et voilà, le satellite Planck, dont hauteur 4 mètres en gros, 2 tonnes. Et c'est en fait un télescope qui est chargé d'étudier le bruit de fond que sont le J, qui est de l'ordre de grandeur de, je vous ai dit, de quelle température? Vous vous rappelez? 3K. Hein? Oui, 2,7K, hein, 3K. Mais alors, il y a un problème. Si je veux étudier du 3 degrés K, il ne faut pas que moi-même, mes instruments, je sois plus chaud que 3K, sinon je ne vais pas le voir. Ça va être noyé dans le bruit, on est d'accord? Donc il faut refroidir absolument tous les instruments de mesure de ce télescope. Il faut le refroidir très nettement en dessous de ce que l'on veut mesurer. On veut mesurer 3 degrés K, 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Eh bien, il faut qu'il soit refroidi beaucoup. Et en fait, il va être refroidi aux alentours de 0,1 K. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Et comment? Pardon? Comment? Comment? Très bonne question. Eh bien, ça ne peut être fait qu'avec un système cryogénique à base d'hélium 3 et d'hélium 4. Un système très compliqué, mis au point par une société française, je crois que notamment avec Air Liquide. Et ça va permettre de refroidir, alors non pas tout le télescope, mais au moins la partie instrumentation qui va recueillir les informations justement du ciel. Et on va faire ça en plusieurs étapes, vous voyez, 50K, 18K, 4K, et finalement à 0,1K. Et tout ceci grâce à un système en faisant circuler de l'hélium liquide. Mais évidemment, il va y avoir perte de cet hélium parce qu'à la fin, ça va s'échapper un petit peu dans l'espace. Perte, ça veut dire qu'il va y avoir une durée de vie limitée. Donc ils ont prévu pour faire ça pour 3 ans. Ça marche pas en 3 ans. Voilà l'ensemble des 2 télescopes, l'un sur l'autre, un ici, montés dans la coiffe de la fusée Ariane. Alors j'ai eu la grande chance de pouvoir assister au lancement en direct. Je vous rassure, c'était pas Kourou, c'était à l'ESA. J'aurais bien aimé à Kourou. Et évidemment, là, c'est parti à l'orbite. C'était très émouvant. 14 mai 2009. Voilà. Alors, voilà le satellite Planck, donc mis en orbite au point 2. Et on espère que Planck va pouvoir améliorer les dernières images de WMAP, que je vous ai montré, où ça avait l'air très précis. On espère encore plus, avoir plus d'informations sur ce fond de ciel. Et en principe, les premiers comptes rendus devraient être produits au mois de mars de cette année. Il y a eu un embargo total, surtout de la part des Américains, sur toutes ces informations, parce que maintenant, Planck a épuisé sa réserve d'hélium, donc c'est un peu un corps mort. Il ne peut plus mesurer, comme il est trop chaud, il ne peut plus satisfaire à sa mission essentielle. Donc on va voir si, d'après les informations qu'on a, on pense qu'il y a des résultats intéressants. Même sur la nature de l'énergie noire. Oui, on pense parce qu'il y a des instruments tellement précis à bord
Voilà Planck qui va être plongé dans la grande chambre à vide de l'ESA en Hollande. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, alors voilà, il fait un scan complet du ciel en 6 mois. Donc on pense qu'en 2 ans, il va faire 4 ou 5 scans complets. Il fait une rotation par minute, je crois. Donc le ciel complet, ça doit durer à peu près 6 mois. Et après, donc on va avoir accès à toutes ces informations. Donc on sait déjà qu'on a 5 scans du ciel. Alors évidemment, ça, c'est pas les résultats de Planck, hein, ils ne sont pas diffusés. Et voilà ce qu'on espère. On espère avoir quelque chose d'un peu plus précis. Voilà. Alors voilà les premières images qui ont été diffusées l'année dernière.